Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint cette communauté des achats qui va, je l'espère, vous apporter plein d'astuces et plein d'éléments pour améliorer votre efficacité. Aujourd'hui, le cours, c'est les clés de la fonction achat. Donc ça s'adresse à des acheteurs qui entament leur carrière dans les achats ou qui rejoignent la fonction achat après avoir fait d'autres métiers préalablement. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va. Alors, je me présente rapidement, je suis Judith Palan. Ça fait depuis les années 90 que je suis dans les achats. Je suis diplômée du MBA de l'ESCP, j'ai fait du conseil et de la formation en achat depuis les années 2000. Prof de sport de formation initiale, j'ai eu l'occasion de former dans 15 pays différents les gens chez Veolia, Carrefour, Total et Airbus Corian et de mener bien sûr des tonnes de formations et de conseils en achat. J'ai dépensé des milliards d'euros pour des grosses entreprises et des PME et je vais vous livrer cette expérience désormais. Alors maintenant, on va aborder le sujet des fournisseurs. Les fournisseurs, c'est un sujet absolument déterminant et c'est les fournisseurs qui vont vous faire votre succès en tant qu'acheteur. Alors, on pourrait se dire, nous les méchants acheteurs, on va très mal traiter les fournisseurs, ce serait une grave erreur. Les fournisseurs sont vos partenaires privilégiés. C'est eux qui vont vous sortir des situations difficiles en prenant l'initiative de vous livrer même quand vous n'avez pas exactement fini de passer la commande ou en essayant de vous trouver des capacités ou des quantités un peu partout dans le monde quand vous avez un monde en restriction. Le fournisseur est vraiment pas un ami, mais en aucun cas un ennemi. C'est un partenaire de travail qu'il faut respecter comme tel. Ma recommandation, c'est de toujours vous voyez vos fournisseurs, garder une distance cordiale et néanmoins les respecter avec le travail qu'ils font avec vous sur la durée. Vous en aurez toujours besoin. Donc, c'est un élément clé, une ressource clé quand on est un acheteur. Alors, la deuxième étape de la démarche achat, vous vous souvenez, consiste à identifier et à présélectionner des fournisseurs. Comment on fait ça? Vous allez faire de la veille. Donc, la veille économique, ça consiste à lire les journaux spécialisés ou lire la presse économique, lire par exemple l'usine nouvelle si vous travaillez avec des industriels. Vous pouvez le lire évidemment au format électronique, mais néanmoins, recueillir toutes les informations qui vont vous permettre de trouver les fournisseurs adéquats, ceux dont vous avez absolument besoin. Pas seulement ceux qui viennent toquer à votre porte. Ceux-là, pourquoi pas, mais ça ne peut pas être suffisant. Vous avez toujours des fournisseurs intéressés à travailler avec vous, quelle que soit votre taille. Et ne soyez pas complexés si vous êtes dans une PME. Tout le monde n'est pas Total ou Veolia, mais tout le monde a besoin d'avoir des fournisseurs. En conséquence, ne soyez vraiment pas complexés. Vous allez trouver des bons fournisseurs si vous faites l'effort de les chercher convenablement, c'est-à-dire de faire ce travail de veille, de garder toujours, comme j'aime à dire, les antennes ouvertes avec une excellente appétence pour la nouveauté. Moi, j'ai envie de dire que la curiosité est votre meilleur allié. Donc, on identifie des fournisseurs, on va les présélectionner et on ne laisse pas les opérationnels faire ce travail à votre place parce que eux, ils se font, entre guillemets, draguer par des fournisseurs qui rentrent dans les entreprises par la fenêtre au lieu de passer par la porte des achats. Et ils ne sont pas forcément mauvais, mais ils ne sont pas forcément les meilleurs non plus. Donc c'est bien à vous, les achats, de contrôler à qui on va passer les commandes. Donc vous allez sélectionner des fournisseurs qui vous ont plu, avec des critères objectifs. Vous allez regarder sur société.com ou sur Papers quel est l'état de leurs finances. Et si vous, acheteur ou jeune acheteur, vous ne savez pas lire un bilan, quelqu'un autour de vous sait le faire. Donc vous prenez les informations et vous allez à la compta ou au contrôle de gestion et quelqu'un va pouvoir vous aider à définir si ce fournisseur-là, il va être pérenne et fiable. Une fois que vous avez identifié les fournisseurs de votre choix, à ce moment-là, on va les rencontrer, savoir s'ils ont un intérêt à travailler avec nous. Ça peut ne pas être le cas. Vous pouvez représenter une proportion trop faible de fournitures à vous livrer ou au contraire une proportion trop importante et ils n'auront pas la bande passante pour vous servir correctement.
Donc ce qui est très important, c'est de tout le temps évaluer la capacité de vos fournisseurs à vous servir au mieux. Alors, comment on trouve cette information? Déjà, dans votre entreprise, peut-être que quelqu'un a déjà acheté avec ce fournisseur et peut-être que quelqu'un a un retour à vous faire, un retour d'expérience pour vous dire non, 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 ça s'est très mal passé, on n'en veut plus. Ou ah oui, ils ont été super ces gens-là, bien sûr qu'on veut travailler avec eux. Donc, en interne, l'historique. Ensuite, évidemment, il y a toutes les informations que vous pouvez trouver sur Internet. Et attention aux fake news, mais néanmoins, les forums, les avis clients sur TripAdvisor, tout ce que vous voulez, il y a plein d'informations à trier évidemment sur Internet. Ensuite, il y a des salons auxquels vous devez régulièrement vous rendre pour regarder quels sont les fournisseurs qui se présentent le mieux, quels sont ceux qui ont des solutions les plus innovantes, adaptées à vos demandes, etc. Ensuite, il y a des colloques et des séminaires auxquels peuvent participer les fournisseurs que vous invitez. Il y a évidemment énormément d'informations dans la presse, mais aussi les syndicats professionnels, l'annuaire et les bases de données de fournisseurs qu'on peut trouver un peu partout. Et puis, par exemple, pour les achats d'IT, d'informatique, donc, il y a le Gartner qui va vous donner plein d'informations sur l'innovation et sur la qualité des fournisseurs. Donc, toute cette information, il faut, entre guillemets, la moudre pour essayer d'en tirer la quintessence et vous assurer que vous avez bien toutes les bonnes informations sur les fournisseurs. Quand on répond aux deux questions suivantes, pour un achat donné, combien de fournisseurs faut-il contacter? Question. Donc, évidemment, vous souhaitez avoir au moins 3 réponses. Ça veut dire que pour avoir 3 réponses, on ne peut pas se contenter de consulter 3 fournisseurs. Il faut donc consulter au moins 5 fournisseurs pour être sûr d'avoir vos 3 réponses. Pourquoi 3 réponses? D'abord parce qu'il y a toujours le risque que 2 fournisseurs se connaissent et s'entendent entre eux pour vous faire une réponse. Ensuite, 3, s'il y en a un qui se désiste parce qu'il n'a pas la bande passante, parce qu'il n'a pas je ne sais pas quoi, quelqu'un de malade ou quoi, eh bien vous aurez toujours 2 fournisseurs, parce que je vous rappelle que la phrase clé depuis ce matin, c'est « acheter, c'est comparer ». Et évidemment, en fonction de ce que vous avez à réaliser comme achat, vous allez choisir des fournisseurs qui vous semblent le plus appropriés. Ce n'est pas forcément ceux qui habitent au coin de votre rue. Ils peuvent habiter plus loin en Europe, plus loin dans le monde, et néanmoins vous rendre un super service. Donc, attention aux critères trop restrictifs en termes de géographie. Ce serait dommage de se priver de meilleurs fournisseurs qui habitent plus loin. Alors, si on regarde ces critères, c'est un exemple. Les critères de présélection, ça peut être quoi? Déjà, le chiffre d'affaires. Est-ce que ce fournisseur a la taille critique pour travailler avec moi? Ensuite, ses réalisations antérieures. Quelle référence client a-t-il? Est-ce qu'il est adhérent d'un syndicat professionnel? Qu'est-ce qu'il a comme parc machine? Est-ce qu'il peut fabriquer ce dont j'ai besoin moi? Je vous donne un exemple. Si vous voulez acheter des cartes de visite, il vous faut bien sûr un imprimeur, mais il ne vous faut pas un imprimeur qui imprime des affiches en 4x3. Il n'aura pas le parc machine pour découper des cartes de visite. Donc, le parc machine, la liste du matériel de transport, parce que s'il doit livrer chez vous, il ne faut pas qu'il soit bloqué par la logistique. Et ensuite, est-ce que vous allez bien vous déplacer sur son site ou est-ce que lui est venu sur votre site pour montrer son intérêt et bien comprendre votre besoin? Parce que souvent, on est obligé de se déplacer pour bien se comprendre. Ensuite, quelle est son organisation? Dans son organigramme, quel est l'effectif? Quelle est son évolution? Il y a des tas de gens qui s'en vont en ce moment ou il y a des tas de gens qui sont embauchés en ce moment? Et est-ce qu'il fait appel à de la sous-traitance? Et s'il fait appel à de la sous-traitance, de combien de rangs? Tout ça, vous devez le savoir à l'avance. Ensuite, évidemment, il y a un ratio financier, un scoring que vous pouvez demander par exemple à
à Morningstar, ou que vous pouvez demander par exemple à la COFAS, ou que vous pouvez demander par exemple à plein d'organismes de référence qui vont vous donner le scoring de chacun des fournisseurs. Attention, les scorings datent de l'année dernière. Il vous faut des infos financières beaucoup plus récentes. Ça m'est arrivé de choisir un fournisseur dont le scoring était 19 et qui fasse faillite en cours d'année. Eh oui. Donc, les ratios de tableaux financiers conformément au secteur d'activité. Exemple, vous achetez de l'horticulture. L'horticulture, il y a des très faibles marges. C'est parfois des montants très importants parce qu'on va avoir besoin d'un énorme matériel pour aller déplacer un arbre, surtout si c'est un arbre adulte, donc beaucoup d'investissements dans du matériel. Néanmoins, dans tout le secteur de l'horticulture, les marges, elles sont entre 2 et 3%. Donc quand vous regardez un des fournisseurs de l'horticulture, s'il a des marges à 15%, il faut remettre en question les prix, par exemple. Ensuite, donc, la qualité. Est-ce qu'il existe des certifications chez ce fournisseur? Est-ce qu'il vous propose systématiquement un manuel de qualité? Est-ce qu'il vous propose des agréments et des certifications qu'il a reçus? Et enfin, il y a les thèmes juridiques. C'est-à-dire, quel contrat est-ce qu'il vous propose? Est-ce qu'il accepte de signer votre contrat ou est-ce qu'il vous oblige à signer son contrat? Et dans ce contrat, quelles sont les clauses, en particulier les clauses de sortie? Et quelles sont les clauses en cas de problème? Est-ce que vous avez déjà, par exemple, les mesures d'escalade? C'est-à-dire que vous savez déjà, avant de commencer, qui prévenir chez ce fournisseur en cas d'urgence. Tout ça, c'est très important de comprendre que vous en avez besoin avant de choisir votre fournisseur. Et à ça, maintenant, s'ajoute la donnée environnementale pour savoir est-ce que ce fournisseur a bien une politique conforme à la vôtre ou est-ce qu'il jette tous ses déchets dans la rivière du coin, et aussi une politique RGPD. Donc, est-ce qu'il a bien l'intention de conserver vos données en France et est-ce qu'il a bien l'intention de ne pas laisser fuiter toutes vos données? Tout ça, c'est très important à vérifier avant de sélectionner un fournisseur. Bien sûr, vous avez 3 catégories de fournisseurs. Les fournisseurs actifs, parmi lesquels se trouvent vos fournisseurs stratégiques dont vous ne pouvez pas vous passer. Ces fournisseurs actifs, ils sont souvent une trentaine et c'est les plus importants pour vous. Ensuite, il y a les fournisseurs qui sont connus dans votre base de données, mais qui ne sont pas tous actifs au moins 1 ou 2 fois par an. Et enfin, il y a les fournisseurs nouveaux, issus du sourcing, que vous allez chercher à connaître et auxquels vous allez poser tout un tas de questions. Par exemple, vous pouvez avoir une grille de présélection dans laquelle vous allez ajouter des critères qui peuvent être: est-ce qu'il y a une présence européenne dans plusieurs pays? Parce que moi, j'ai besoin qu'il aille en Allemagne, en Espagne, etc., dans tous mes bureaux. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que du siège, il est à une distance proche de chez moi? Est-ce qu'il a un délai d'intervention inférieur à 4 heures pour me réparer des choses? Est-ce qu'il a une certification? Est-ce qu'il a un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions? Est-ce qu'il a des résultats financiers supérieurs à 3%? Tout ça, tous ces critères vont varier en fonction de l'achat que vous êtes en train de réaliser. Ce n'est pas toujours les mêmes. Rappelez-vous des formats de sollicitation fournisseur. RFI pour Request for Information, RFP pour Request for Price, RFQ pour Request for Quotation. Je rappelle, donc RFP, Request for Proposal, demande de proposition, de prix. Request for Quotation, Quotation, demande de devis. RFP, RFQ mentionnent souvent le même document. C'est dans le type de réponse attendue que vous allez avoir un formalisme différent. Et parfois, vous ne cherchez pas un prix pour un article, mais un prix pour une offre sur plusieurs années, des achats récurrents, etc. Alors que quand vous envoyez une RFQ, vous n'attendez qu'un seul prix. Ainsi, quand vous lancez un appel d'offres,
pour acheter une machine-outil ou quelque chose de complexe, évidemment, vous voulez une proposal en entier. Et si vous avez besoin simplement de composants électroniques, même si c'est 100 000 pièces, un prix sera suffisant, donc une RFQ sera suffisante. Donc, rappelez-vous, c'est un document que vous envoyez aux fournisseurs où vous allez leur présenter le contexte du projet. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les objectifs de ce projet? Une description sommaire des services ou des produits que vous souhaitez leur acheter. Et enfin, les fournisseurs vont vous répondre en vous transmettant une description synthétique de leurs produits, en vous présentant leur entreprise et surtout l'équipe qui va travailler avec vous. Cet document est envoyé en phase de sélection et c'est beaucoup plus simple de vous aider à sélectionner un fournisseur quand vous avez tous ces éléments à votre disposition. Alors maintenant, on va aborder la phase de consultation. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de mot? Il ne s'agit pas du tout d'aller chez le médecin, mais il s'agit de demander à plusieurs fournisseurs de bien vouloir nous répondre sur le sujet sur lequel on les a sollicités. Alors, en fait, on doit avoir une démarche extrêmement formelle parce qu'on doit toujours se dire qu'un fournisseur pourrait demander un recours et indiquer qu'il n'aurait pas été traité de façon équitable. Même si on n'est pas dans les marchés publics, c'est très important de pouvoir indiquer formellement qu'on a respecté tous les fournisseurs et qu'on les a tous traités de la même façon. Plus on formalise l'appel d'offres, plus c'est facile de comparer les offres. Je répète, plus on formalise l'appel d'offres, plus c'est facile de comparer les offres. C'est très important que si vous ne faites pas ce travail de formalisation à l'avance, quand vous allez recevoir les offres, chaque fournisseur va vous l'envoyer dans un format différent et vous allez complètement perdre du temps pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut comparer. Donc, formaliser l'appel d'offres, c'est gagner du temps. C'est poser le cadre et un processus clair qui va vous permettre de communiquer les données de manière exhaustive et structurée à tous les fournisseurs en même temps. Parce que maintenant, un appel d'offres, ça se fait soit en ligne, soit on l'envoie par mail, mais en tout cas, tous les fournisseurs doivent recevoir l'appel d'offres au même moment. Parce qu'on souhaite en effet un traitement équitable pour l'ensemble des fournisseurs. Et enfin, ça permet de rendre compte facilement en interne de votre démarche, ce qui va vous permettre de dire « j'ai traité tous mes fournisseurs de façon équitable et c'est vraiment le fournisseur X qui a remporté l'appel d'offres de façon implacable ». Alors, un document d'appel d'offres, en fait, c'est tout un dossier dans lequel il y a plusieurs documents. Évidemment, on va récapituler le besoin dans le cahier des charges. On va indiquer le délai d'exécution souhaité, le lieu d'exécution souhaité et les contraintes particulières. Par exemple, vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes la RATP et vous devez travailler sur la ligne 1 ou sur le RER A, qui sont les deux lignes les plus fréquentées, et évidemment, vous allez faire vos travaux pendant le mois d'août, et où vous allez les faire de nuit. Donc, toutes ces contraintes, elles doivent être indiquées dès le cahier des charges pour que vos fournisseurs puissent prévoir une équipe en fonction de vos contraintes. Ensuite, on va envoyer donc les éléments pour le besoin, on va envoyer ensuite la règle du jeu de l'appel d'offres, c'est-à-dire, on va dire, le règlement de la consultation, dans lequel vous allez dire, voilà sous quel formalisme et dans quelle date et à quel endroit il faut envoyer la réponse, pour que, encore une fois, tout le monde soit traité de la même façon. Enfin, il va falloir indiquer les modalités de déroulement du travail qui est demandé, donc quel planning. Ensuite, quand est-ce que vous allez faire les visites de site, quand est-ce que vous allez éventuellement faire une réunion générale d'information pour permettre à chacun de répondre avec le même niveau d'information. Et ensuite, dès l'appel d'offres, vous allez envoyer la trame du futur contrat parce que si des fournisseurs considèrent que des aspects de ce contrat ne leur conviennent pas, il faut qu'ils puissent le dire dès le début et qu'ils ne candidatent pas pour rien. Donc, on rappelle que acheter, c'est comparer.
Si on n'est pas en mesure de comparer les offres, on n'est pas en mesure de faire des achats. Ce qui est important, c'est de définir des critères d'analyse à l'avance. Ce n'est pas une fois que vous avez reçu les offres qu'il faut vous dire « Ah oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est que ça soit fait au mois d'août. » Ça, il faut l'avoir dit à l'avance à votre fournisseur. Et il faut hiérarchiser les critères. 1, la qualité de l'offre technique, par exemple. Et 2, la disponibilité au mois d'août, par exemple. Ensuite, éventuellement, vous pouvez définir un coefficient de pondération. Mais là, vous allez complexifier l'affaire. Donc attention, l'idée c'est d'avoir une grille de pondération, mais ce qui est important, c'est que ce soit vraiment votre utilisateur, votre client interne, qui détermine les critères. Parce que si ce n'est pas lui-même qui les a déterminés, il va vous dire « Mais moi, je n'ai pas voulu ce fournisseur, c'est toi qui me l'as imposé !» Et là, c'est la guerre. Donc vous ne voulez surtout pas ça. Alors, exemple de grille d'analyse. Vous avez ici les critères. Donc, vous avez là 9 critères. Prix des outillages, prix des pièces, prix du transport, délai de la pièce type, délai pour 10 pièces, lieu de réalisation, propriété de l'outillage, conditions de règlement, termes de paiement. Là, par exemple, vous avez un objectif financier pour l'acheteur et l'offre du marché. Et ici, vous avez fournisseur 1, F1, fournisseur 2, F2, fournisseur 3, fournisseur 4, fournisseur 5. Et là, vous avez un coefficient de pondération. Donc là, on s'aperçoit que dans le coefficient de pondération de ce cas-là, on a mis un 4 au prix, on a mis un 4 au délai, pour une pièce ou pour 10 pièces, on a mis un 4 à propriété de l'outillage, on a mis des conditions de règlement à 3, et le prix du transport, lui, est resté sur 1, et le lieu de réalisation est resté sur 2. Donc, on comprendra que ce qui est important, c'est le prix et le délai. Donc ici, vous avez pour chacun des fournisseurs, il a une note sur 20. Prix des outillages, le meilleur, c'est le fournisseur 1, il a 20 sur 20. Donc pondéré, ça donne 80 points. Le fournisseur 2, 48 points. Le fournisseur 3, etc., etc. Donc ce qui vous intéresse, c'est de dire, pour chacun de mes critères, je mets une pondération. Et en fait, celui qui remporte la consultation, eh ben en fait, ce n'est pas du tout le fournisseur 1, c'est le fournisseur 4. Pourtant, il n'a pas une bonne note en prix. Par contre, il est excellent en délai avec 20 sur 20 et il est excellent en lieu de réalisation et en propriété de l'outillage. Donc, ce fournisseur 4, c'est lui qui remporte l'appel d'offres. Ensuite, à un moment donné, vous avez des propositions techniques. Ces propositions techniques, elles doivent être validées par les opérationnels. L'acheteur, lui, il va chercher à valider des propositions financières. Et ce qui est important, c'est que les propositions techniques que reçoit votre counterpart opérationnel, évidemment que les critères sont bien ceux qu'il y a dans l'appel d'offres pour les choisir. Là, on a un exemple d'évaluation des propositions techniques. Et là, on a aussi des coefficients de pondération qui sont différents. Donc la dimension de l'outillage, le poids, la consommation d'énergie, la puissance, la facilité d'utilisation, la facilité d'entretien et l'ergonomie. Et on s'aperçoit que là, on a mis un coef 5 à consommation d'énergie, parce qu'évidemment, encore une fois, en coût complet, en coût total d'acquisition, le prix de l'article seul n'est pas suffisant. J'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. Voilà, donc on arrive à la partie de négociation. Cette partie-là, elle fait souvent très peur aux acheteurs. Ils se disent « oulala, comment je vais m'y prendre ?» Et en fait, ce qui est très important pour la négociation, mais vraiment très important, c'est de connaître votre fournisseur. Je suis contente parce que j'ai lu un article de Carlos Ghosn la semaine dernière là-dessus qui disait exactement la même chose. Ce qui est très important, c'est de connaître votre fournisseur, connaître quelle est son ambition, quel est son besoin, quel est son calendrier, quelle est la personne que vous allez rencontrer, qui est son patron, est-ce qu'elle vient d'être nommée, est-ce qu'elle a besoin d'une augmentation, etc., etc. Parce que
chacune de ces informations va vous permettre de déployer une stratégie achat, une stratégie de négociation qui sera peut-être différente. Donc, l'information, c'est le pouvoir. De nos jours, vous avez LinkedIn. LinkedIn, c'est une mine d'or. Vous avez là-dedans tout un tas d'informations qui concernent l'entreprise que vous recevez. N'hésitez pas. Et puis, une autre source d'information, c'est tout simplement de poser des questions. En anglais, on dit ask, ask, ask. 3 fois ask. Alors, on sait que aboutir à l'amiable, à un accord judicieux conclu en toute efficacité, ça, c'est la définition de la négociation par Roger Fisher, qui était un prof de négociation à Harvard. Une autre définition, c'est l'art et la science de trouver un accord entre 2 ou plusieurs acteurs interdépendants cherchant à maximiser leurs propres résultats. Alors, on rappelle que dans la définition, il y a vraiment 3 temps. Le premier temps, c'est la préparation. La préparation, je répète, c'est 80% de vos efforts. Ensuite, pendant la négociation, il y a établir un contact, établir la conduite et la finalisation de l'entretien, et ensuite, après, il y a un suivi derrière. Alors, je rappelle la différence entre négociation et marchandage. J'aimerais vous avoir en face de vous pour entendre votre vision, mais sachez que la négociation doit toujours avoir pour but de préserver une relation de long terme entre les 2 parties. On essaye que chacun sorte de là en ayant atteint son objectif dans une relation gagnant-gagnant. Le marchandage, à l'inverse, a une vision court terme. C'est souvent un jeu à somme nulle. Souvent, on va utiliser des stratagèmes pour écraser l'autre. Le problème, c'est que vous n'allez l'écraser qu'une seule fois. Après, il ne voudra plus jouer avec vous et vous allez vous retrouver comme fournisseur avec personne. Et vous serez un acheteur sans fournisseur. Et ça, c'est très dangereux. Donc, dans la négociation ou dans le marchandage, on essaye d'obtenir le plus. Mais surtout, on essaye de garder une relation privilégiée avec le fournisseur. Je rappelle que dans la négociation, il y a au moins 50% de méthodologie, mais il y a aussi 50% de savoir-être. Comment vous allez vous comporter? Comment la personne en face de vous va se sentir? Est-ce qu'elle aura envie de négocier avec vous ou est-ce qu'elle aura envie de se tirer en courant parce que vous êtes trop désagréable? Je rappelle 7 règles d'or de négociation. La première des négociations, c'est la préparation. Connaissez vos interlocuteurs. Ensuite, il y a un processus des 4 C qui dit connaître, établir le contact, convaincre et conclure. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de respecter ce schéma et d'abord de connaître la personne à qui vous parlez. Ensuite, ce qui est important, c'est de différencier le problème de la personne. Vous négociez avec l'entreprise Tartemuche et pas avec Valérie Dupont. Valérie Dupont n'est que le représentant. Ensuite, il faut différencier les postures, les positions des intérêts et obliger votre counterpart à indiquer quels sont ses intérêts. Ensuite, vous voulez avoir 3 objectifs posés sur le cahier. Un idéal, un réaliste et un non négociable, une solution de repli. Ensuite, vous vous rappelez qu'on ne donne jamais de concession sans contrepartie. Donc c'est si vous, alors je. Et puis mettre en œuvre des attitudes clés qui vous permettent de rester toujours dans le positif. Connaître. Je rappelle que connaître, c'est la phase qui se prépare à l'avance. Donc vous devez savoir, avant de recevoir votre fournisseur, quels sont ses enjeux pour lui maintenant et pourquoi est-ce qu'il vous vendrait à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Ensuite, il faut connaître les différents acteurs. Dans votre entreprise, qui va risquer de s'opposer à ce deal et surtout chez le fournisseur,
Qui est la personne avec qui vous parlez? Qui est son boss? Est-ce que c'est le boss général de l'entreprise? Et quel est l'historique de vos relations avec ce fournisseur? Ensuite, il faut connaître les motivations de chacun. Qu'est-ce qui fait que ce fournisseur va vous vendre à vous? Il faut connaître les rapports de force. Chez lui, par exemple, peut-être que lui, votre interlocuteur, il a très envie de vous vendre. Par contre, allez savoir pourquoi son chef des ventes, ça ne lui plaît pas du tout. Ensuite, vous devez avoir écrit noir sur blanc votre objectif et les points de rupture, c'est-à-dire jusqu'où ne pas aller trop loin. Ensuite, il faut vous construire une stratégie de la négociation. Comment je vais m'y prendre? Comment je vais lui parler? Qu'est-ce que je vais lui dire en premier, en deuxième, en troisième? Comment je peux me replier sur ce point-là? Et préparer des scénarios, et je dirais même répéter les scénarios. Entraînez-vous. Prenez un collègue de votre bureau et répétez votre négociation. Vous n'en serez que meilleur. Alors, dans la phase de contact, moi j'aime bien ajouter que dans cette phase de contact, il y a 2 C. 1, une chose en commun. 2, un compliment. Quand déjà vous avez dit ces 2 choses-là, vous avez mis à l'aise la personne en face de vous. Bon, faut le faire avec finesse. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous avez en commun. Allez dans LinkedIn, regardez si cette personne, elle aime plutôt la voile, le tennis, le golf. Est-ce que ses enfants vont dans la même école que vous? Faites connaissance. Plus vous allez être sympathique, mieux vous serez traité. Oubliez complètement ce schéma dans lequel les acheteurs sont très désagréables et traitent les fournisseurs de haut. Ça ne mène à rien. Donc vous allez faire connaissance, vous allez établir une relation et vous allez créer la confiance. Parce que convaincre, ce n'est pas vaincre. Convaincre, c'est se connecter. Donc, une fois qu'on a créé la confiance, on peut commencer à négocier. Donc la phase convaincre, c'est quoi? Poser des règles du jeu. Déjà, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de tel sujet. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 16h30. Aujourd'hui, on est ensemble avec Monsieur X, Madame Y, qui sont respectivement responsables de ceci et responsables de cela. Et ensuite, vous allez poser les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on essaie de parler tous ensemble, pas de sous-rendez-vous. Et ensuite, on va objectiver le problème. Rappelez-vous que plus vous posez le problème sur la table en le regardant chacun de la même façon, plus ce sera facile que de se dire « lui est en face de moi et on a des intérêts divergents ». En général, un fournisseur a envie de vendre. En général, un acheteur a envie d'acheter. Donc, mettez-vous ensemble et réussissez à trouver un point d'entente. Ce n'est pas si difficile. Il faut oublier les histoires d'ego et il faut se dire, voilà, quel est notre sujet? Comment j'aborde ce sujet? Comment on peut l'aborder objectivement avec des intérêts qui néanmoins sont divergents, mais qu'on va aligner. Dans la phase de convaincre, il y a une partie de confrontation, où chacun va dire « moi je ne suis pas d'accord avec ça, je vous propose plutôt ça, je vous propose plutôt ça, etc. » Donc, il faut mettre en œuvre une dynamique de concession mutuelle. Et je rappelle que si vous faites ça pour moi, alors je ferai ça pour vous. Si vous, alors je. Pourquoi on commence comme ça? Parce que si jamais le téléphone se coupe, ou Teams se coupe, vous aurez dit « moi je suis prêt à », vous n'aurez pas eu le temps de dire la contrepartie. Donc c'est toujours la contrepartie en premier et ce que vous êtes prêt à faire en second. Donc on a des concessions mutuelles, on trouve des compromis, on joue gagnant-gagnant, on montre sa bonne volonté, on explore des solutions qui sont nouvelles et satisfaisantes pour les deux parties et commencez toujours par un point où ce sera facile d'obtenir un oui. Est-ce que c'est bien à 16h que vous devez partir? Oui. Est-ce que vous avez déjà commandé votre taxi? Oui. Etc., etc. Pourquoi? Parce que quand vous avez dit 3 ou 4 fois oui, votre cerveau comprend que vous êtes dans un bon mood. Et c'est plus facile pour faire dire oui à d'autres topics ensuite. Et on se rappelle qu'on ne fait jamais de concessions sans contrepartie. On ne donne pas des choses, on les échange.
Négocier, c'est échanger. En fait, après, il y a une phase de conclusion. Alors, ce qui est très, 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 très important dans la phase de conclusion, c'est de dire tout ce qu'on s'est dit, on l'écrit, on le note et on reprend les points d'accord un par un pour être absolument certain qu'on ait bien compris la même chose. Alors, c'est déjà difficile quand on parle la même langue. Quand on parle une langue étrangère, c'est encore plus difficile. Donc, on reprend tous les points d'accord, on les écrit, on liste les points qui sont non résolus, qu'il faudra traiter dans la prochaine réunion. Ensuite, on finalise cet accord qui peut être total ou partiel, et on le traduit dans le concret, dans l'opérationnel. Vous partez du bureau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'envoyer un compte-rendu, vous allez m'envoyer un bon de commande, vous allez m'envoyer où, quand, comment. Et on va ouvrir sur un futur commun en disant, à partir de désormais, on passera les commandes chez vous, je dis n'importe quoi, tous les mardis, et à partir de mardi prochain, vous allez recevoir un flux de commandes continu chaque semaine. Là, on se place tout de suite dans l'opérationnel pour dire, on est d'accord, on avance. Pendant la séance, vous avez vraiment une méthode qui est absolument essentielle, c'est de pratiquer l'écoute active. C'est-à-dire que vous ne devez pas juste écouter et noter, vous devez reformuler. Parce que quand on est un peu excité ou énervé ou quoi, il y a une tension, on peut entendre une moitié de choses. Donc quand on pratique l'écoute active et que donc on a reformulé ce qui vient d'être dit, on est sûr d'avoir tous les deux compris la même chose. Donc si je comprends bien, vous avez dit que vous allez me livrer à partir de vendredi 1er. D'accord, donc vendredi 1er, je note, on recevra la première livraison. Donc on l'a dit 2 fois, personne ne s'est opposé, donc c'est parfaitement clair. Donc vous faites un résumé de ce qui vient d'être dit, vous marquez une pause. Le silence est votre meilleur ami. Et vous réfléchissez à la réponse après avoir écouté ce qu'on vous a dit et pas pendant. Sinon, vous n'allez pas entendre tout ce qu'on vous dit. Et évidemment, vous évitez de réagir de façon trop personnelle. Ce n'est pas contre vous qu'on en a, c'est parce que votre entreprise, peut-être dans le temps, n'a pas bien payé ou n'a pas bien fait je ne sais pas quoi. Et vous n'êtes qu'une personne de cette entreprise. Vous êtes le messager, vous n'êtes pas le message. Donc, on reformule, je répète, on reformule. Ça veut dire qu'on va exprimer de manière plus explicite non seulement les idées, mais aussi le ressenti. Par exemple, vous avez un fournisseur en face de vous, vous voyez, qui se tend, qui fait un peu une moue pas très heureuse. Vous dites, écoutez, j'observe que quelque chose a l'air de vous gêner là. Et là, elle va vous dire, bah oui, ça se trouve, moi, livrer le vendredi 1er, c'est impossible, il faut que je demande à mes équipes de production, laissez-moi revenir vers vous dans 48 heures. Si vous n'avez pas, entre guillemets, crevé l'abcès, ou en tout cas posé la question de plus, il va repartir chez lui, vous allez signer pour être livré vendredi, et finalement, vous serez livré vendredi d'après, parce que ça aurait été impossible. Donc, vaut mieux le savoir maintenant. Donc, non seulement les idées, vous réexprimez, mais le ressenti aussi. Et vous posez la question. Donc, comment on s'y prend? Eh bien, en reprenant les phrases qui commencent par « donc », autrement dit, si je comprends bien, si j'ai bien compris, vous voulez dire que, selon vous, blablabla, et l'objectif, encore une fois, c'est de se connecter sur la même longueur d'onde. Là, vous allez faire une négociation gagnant-gagnant, parce que tout le monde aura bien compris. Vous aurez cédé des trucs, il aura cédé des trucs, et tout le monde sera d'accord. Alors, je répète que les compétences de la négociation, c'est vraiment l'écoute et le questionnement. Si je comprends bien, alors vous avez bien voulu dire que c'est ça, j'ai bien compris. Vous voyez que 21% du temps, un négociateur confirmé va poser des questions. L'écoute active, encore une fois, c'est pour reformuler, faire des résumés, explorer d'autres options. Tiens, si à la place de me livrer le vendredi, finalement, vous pouviez nous livrer le jeudi soir. Est-ce que ça changerait pour vous? Et si ça se trouve, non, ça ne change rien. Et c'est pas plus cher et c'est pas moins cher. Et c'est juste plus pratique.
Ensuite, vous n'allez jamais vous fixer de limites de façon fixe. Vous allez les fixer sur une échelle de valeur, comme ça elles peuvent fluctuer. Et tout le monde peut être gagnant d'avoir des limites qui fluctuent. Et ensuite, les arguments, on va essayer de ne pas se heurter bêtement, on va essayer d'être souple. Parce que dans la souplesse, vous allez trouver de bien meilleures solutions. J'espère que tout ça vous éclaire sur la façon de négocier. En tout cas, écoutez, reformuler, c'est la base. Alors, parfois, on fait face à une situation de blocage. Et dans cette situation de blocage, il va falloir fournir soit de nouvelles informations, soit changer les négociateurs, parce que ça y est, vous êtes fâchés, soit changer le niveau hiérarchique, soit faire une pause. Écoutez, là, on ne va pas s'en sortir. Je vous propose qu'on reprenne cette négociation la semaine prochaine, parce que là, il faut avancer chacun de son côté, poser des questions en interne pour pouvoir avancer. Et puis, ne pas oublier de considérer les différences culturelles. Parce que, encore aujourd'hui, être une femme, être un homme, c'est pas pareil. Se faire bâcher par une femme ou par un homme, c'est pas pareil. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions sur ces différences culturelles, en disant, mais écoutez, nous, on a l'habitude de faire comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il va vous répondre, ah ben non, mais dans ma culture, c'est pas du tout possible. Hein. Par exemple, un truc tout bête, être à l'heure. Être à l'heure, pour vous, ça veut dire quoi? Et vous savez bien que être à l'heure, pour les Européens du Nord, c'est pas pareil que pour les Européens du Sud. Dans tous les pays nordiques, l'heure, c'est l'heure. Ou en Espagne, en Italie, l'heure, c'est à un moment donné. Donc, rien que pour ça, ce qui est important, c'est de se caler et de dire, bon, pour moi, être à l'heure, c'est important. Donc, si vous devez arriver en retard, appelez-moi pour me le dire. Ça va m'éviter de vous pourrir quand vous allez arriver. Donc ça, c'est des choses importantes. C'est facile de dire ça, ou c'est facile de dire, écoutez, moi, je suis très, très, très susceptible. Donc faites attention à ce que vous allez dire, parce que je peux partir en vrille à toute vitesse. C'est bien de le dire. Ça ne changera rien au contexte. Mais au moins, vous aurez dit, attention, ne faites pas ça. Et ensuite, l'idée, c'est d'être créatif, de proposer plein d'options. Chaque fois que vous allez être créatif, que vous allez proposer une solution nouvelle, vous allez peut-être gagner un point de négo. Il faut le faire. Ensuite, il faut toujours avoir une mésore. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de mot, une mésore? Une mésore, c'est, en français, une meilleure solution de rechange. A BATNA, en anglais, a best alternative to a negotiated agreement. Qu'est-ce qu'on a besoin de chercher là? On a besoin de se dire, je rentre dans la salle de négociation, mais j'ai une autre solution. J'ai un autre fournisseur, j'ai un autre contrat, j'ai autre chose. Je ne suis pas coincé, pieds et poings liés avec ce fournisseur-là. Donc, j'ai d'autres alternatives, je peux discuter sereinement. Si je n'ai pas d'autres alternatives, je suis coincé, je me sens dans un corner et je vais mal négocier. Les attitudes clés, c'est quoi? Faites preuve d'empathie. Les gens n'aiment pas être maltraités, ils aiment être bien traités. Posez toujours des questions ouvertes. Comment? Combien? Quoi? Et non pas oui, non. À chaque fois qu'on relance l'échange, on a toutes les chances d'améliorer ce qui vient d'être dit. Ensuite, il faut prendre appui sur les besoins de son interlocuteur qu'on a identifiés parce qu'on a posé la question. Encore une fois, on va pratiquer l'écoute active, donc on va reformuler. Et on va contrôler son attitude. Ça, c'est pas bon. Et quand vous voulez montrer de la bonne volonté, ouvrez vos bras, tenez vos jambes également, si on peut les voir, pas serrées, pas fermées, pas comme ça. Et intéressez-vous à ce que dit l'autre, éventuellement en penchant la tête, pour dire « ça m'intéresse ce que vous dites, dites-moi en plus ». Plus vous en saurez, plus ce sera facile de négocier. Donc, si vous arrivez à toute vitesse en disant « bon, écoutez, j'ai un quart d'heure devant moi et je vous dis qu'on va négocier comme ça, moi je veux 20% de remise et basta », c'est mort. Ou en tout cas pour cette fois-ci. Donc, il y a des fois aussi des gens qui essayent de vous déstabiliser. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est écoutez, monsieur,
Madame, j'ai bien compris que là, vous essayez de me déstabiliser. Ça ne sert à rien. Restons concentrés sur notre sujet. Ce n'est pas la peine d'inventer de l'eau tiède. Restons concentrés sur notre sujet. Et ensuite, attirer et créer la confiance, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ou plutôt dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est très important parce que la confiance, ça ne s'achète pas dans le commerce. Donc si vous commencez par raconter n'importe quoi, plus personne n'a confiance en vous. Donc c'est très important. Et enfin, attirer l'interlocuteur dans sa zone de négociation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des zones dans lesquelles il ne lui est pas possible de négocier. Son boss lui a dit, à plus de 10% de remise, on n'y va plus. Donc à vous de sentir, de poser la question et de comprendre que votre remise, elle peut être de 7 à 8%, mais elle n'ira pas plus loin. Et ça, il faut poser les questions pour le comprendre. Donc, on pourrait faire un jeu de rôle, mais vous êtes trop loin. On pourra en faire lors d'ateliers ou lors de prochaines rencontres. Alors, on arrive au temps de la conclusion. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Pour continuer la discussion, voici mon mail et à bientôt pour un nouveau module de formation.